Bonjour à vous tous, je m'appelle Claire Chaustaed, je suis médecin. Tout récemment, j'ai reçu un lien pour un site internet qui s'appelle CRÉ, Collectif Roman, éducateurs et enseignants. Et j'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec deux personnes qui ont initié ce site. C'est Alain Suner et Monica Medina. Monica, peut-être vous commencez. Qu'est-ce qui vous avait motivé à créer ce site ? Alors déjà Klaus, merci de nous accueillir. C'est une grande opportunité pour nous aujourd'hui de pouvoir faire connaître notre association. Donc c'est, comme vous l'avez dit, une association qui regroupe des enseignants et des éducateurs, tous mobilisés par l'envie de se questionner autour de cette crise, de ce qu'on a pu constater par rapport à ce qui se passe à l'école, toutes les restrictions, le port du masque, la souffrance des enfants, notre souffrance en tant que professionnels par rapport à comment l'enseignement et l'éducation ont changé. Et du coup, on s'est rassemblés petit à petit autour de ces questionnements et on a commencé à agir ensemble, à se soutenir mutuellement et à mettre en place justement une association afin de pouvoir partager. Et mettre aussi en avant la difficulté que nous avons dans ce milieu-là et envie de protéger aussi nos droits en tant que professionnels et surtout les droits fondamentaux des enfants, d'accès aux apprentissages, d'accès à un environnement sain, etc., qui est très impacté par la crise. Alors, en tant que médecin, je vois régulièrement des enseignants de toutes les écoles, gymnases, collèges, etc. Et moi aussi, j'ai constaté que voilà, c'est une situation depuis 2 ans qui est très compliquée pour les enseignants parce que voilà, eux, ils doivent porter le masque, les élèves doivent porter le masque. Donc, j'ai les enseignants, j'ai vu une souffrance psychique, parfois aussi somatique, importante. Quelles sont vos observations, Alain? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans ce contexte Covid? Quelles sont les observations? Alors moi, une des choses que j'ai remarqué par rapport déjà à la relation entre collègues, c'est des tensions qui se sont créées, une division entre les éducateurs, entre les enseignants, par rapport aux valeurs et par rapport au fait, rien qu'au questionnement que certains se faisaient et d'autres ne se faisaient pas, et par rapport à l'assort des jugements. Et ça crée des tensions au niveau de la relation professionnelle et forcément ça va découdre sur des problématiques au niveau des enfants, car les enfants vont subir un encadrement un peu moins bon et un environnement de conflit au niveau des adultes déjà. Et j'ai envie de rajouter aussi une séparation, parce que assez vite, comme je pense dans tous les domaines de la société, il y a eu une nette séparation entre, à l'extrême, ceux qu'on peut classer de covidistes, les complotistes, et puis un débat qui a manqué, un simple échange entre enseignants. Dès qu'on essaie d'ouvrir le dialogue, certains se braquent, et puis c'est impossible de construire à ce niveau-là. Outre le fait que nos conditions de travail ont changé. On nous a limités dans la possibilité d'échange parce qu'on ne peut plus se rassembler dans la même pièce ou à un nombre limité. Donc notre manière d'échanger, d'avoir des réunions aussi à distance, affecte quand même la manière de faire notre travail. Et puis ça se reporte effectivement tout ce stress, cette pression de devoir aussi appliquer des dispositifs médicaux, des règles qui nous sont transmises au dernier moment, à appliquer déjà le lundi pour le vendredi pour le lundi, ça fait qu'il y a un stress permanent et une pression. C'est vrai qu'il est vrai que notre mission est quand même de soulever l'esprit critique, de soulever le questionnement, d'amener en fait une recherche ou une investigation par rapport à toutes ces réflexions et de rester objectif par rapport à la situation. Et ça a disparu, ces 2 dernières années, ça a disparu aussi bien dans l'école primaire, dans l'école secondaire qu'au niveau études, haute études en fait, que ce soit université ou haute école. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu, qui est partie de notre obligation en tant que formateur, enseignant, pédagogue. Alors, dans votre travail quotidien aujourd'hui, le port du masque qui est le plus évident, voilà, on a quelque chose dans le visage qui rappelle les gens en permanence, il y a quelque chose de grave, hein, il faut se protéger. À quel point ça vous complique la vie avec les élèves? Ça impacte énormément notre relation, la relation de confiance avec les élèves, parce qu'une relation de confiance passe aussi par toute la communication non verbale, l'expression du visage. Donc
Moi, j'enseigne à des enfants de 4 à 6 ans et à cet âge-là, ils n'ont pas encore développé suffisamment d'interprétation du message du visage. Et si on cache le visage, c'est encore plus difficile de comprendre si la maîtresse est fâchée, elle est triste. Le ton de la voix, on doit aussi tous hausser la voix ou répéter les choses parce que souvent la communication est biaisée. Il y a des enfants allophones aussi dans les classes, donc des enfants que même en temps normal, sans masque, ont besoin de voir les lèvres puis qu'on articule. Bah, ces enfants-là, on leur met encore des bâtons supplémentaires dans les roues. Donc, c'est vrai que l'apprentissage de la langue, c'est quelque chose de relativement... qui est très entravé en fait, parce que justement ça passe par la lecture sur les lèvres, surtout les petits, et même plus grands, lorsqu'il y a l'apprentissage de l'anglais, l'apprentissage de l'allemand, il est difficile de pouvoir apprendre une langue si on ne peut pas voir, on ne peut pas entendre les sons déjà correctement, on ne peut pas lire sur les lèvres, et c'est quelque chose de primordial lorsqu'on apprend une langue. Surtout au niveau des sons. En plus, vous avez chanté avec des masques, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ça. Comment peut-on chanter avec des masques dans le visage? Chanter, sur le visage. Faire du théâtre, faire des activités, parce que les enfants, on utilise plein de techniques différentes, d'outils différents pour l'apprentissage. Et du coup, rien qu'une lecture, la lecture d'un livre, quand on fait une lecture à haute voix pour la classe, il y a aussi la partie, on leur apprend aussi à mettre le ton, l'expression, mais toute cette partie-là, c'est pas possible avec le masque. On a des collègues qui nous témoignent aussi du fait qu'elles ont ils ont eu une classe d'enfants dont ils ne connaissent pas l'identité. Ils ne se sont jamais vus réciproquement. Les enfants n'ont jamais vu le vrai visage de l'enseignante et vice-versa. Et ça, c'est une expérience qui a été confirmée aussi par vous, Alain, qu'il y a des élèves qui n'ont jamais vu le visage de leur prof et les profs ne connaissent pas le visage de leurs élèves. Alors, c'est au point que s'il y avait un frère qui ressemblait, il pourrait venir en classe et prendre la place de son frère dans la classe. À ce point-là. Ça pourrait être à ce point-là, oui, effectivement, surtout chez les secondaires ou voire même les gymnasiens. Est-ce que vous avez le droit de dire « mais enlève ton masque, j'aimerais voir ton visage » Est-ce que vous avez le droit de le faire ou est-ce qu'il doit garder son masque? Alors, en suivant les prescriptions, ils doivent garder le masque. Après, du moment qu'on est dehors et qu'on maintient les distances, il n'y aurait pas de problème à dire enlève ton masque, on peut avoir une discussion sans masque, du moment que les différentes mesures sont respectées. Mais dans la classe, on sait très bien que ceci n'est pas possible. Les tables sont plus rapprochées, il y a des travaux de groupe, et des choses comme ça. Donc l'enseignant, souvent, déjà qu'il doit parler plus fort, il doit se rapprocher des personnes pour pouvoir se communiquer. Donc forcément, la distance ne peut pas être maintenue. Donc ça reste compliqué. Même au point qu'on l'a eu constaté aussi sur les terrains de sport. Les terrains de sport, les jeunes, surtout les jeunes qui sont plutôt en préadolescence ou en adolescence, qui vont sur les terrains avec leur masque. Certains éducateurs qui se trouvent même en salle, si on parle de basket, ils ont leur masque. Faire du basket avec un masque en salle. La gym avec le masque, ouais. Est-ce qu'on en parlera encore, la gym avec les masques? Parce que là aussi, moi, je fais des expériences quand je travaille aux urgences. Alors, est-ce que c'est devenu une habitude pour eux, les jeunes qui jouent du basket? Du basket. Là, basket. Ouais, là j'ai pris l'exemple du basket. Ou du foot, qu'ils mettent le masque et dès qu'il y a une petite pause là, on met tout de suite les masques. Est-ce que c'est devenu une mode ou est-ce que c'est toujours parce qu'il y a une angoisse, on pourrait tomber malade, gravement malade avec une maladie? Je pense qu'il y a les deux. Pour certains enfants, puis ça dépend aussi de ce que les parents, est-ce qu'ils vivent à la maison avec la famille. Pour certains enfants, on voit encore cette peur. On voit encore, même si on le proposait, on était dans des conditions où ils pourraient baisser le masque, il y en aurait certains qui auraient la tendance à vouloir le garder parce qu'ils sont dans la peur. Pour d'autres, c'est devenu une habitude. D'autres s'expriment en disant oui, en hiver, ça me tient chaud. Et pour des filles un peu plus dans l'adolescence, c'est devenu un accessoire de mode. Alors, il y a les différents paillettes assorties à la robe ou je ne sais pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment toutes ces différences. C'est intéressant comme question parce que d'ailleurs, ça m'a intrigué. J'ai voulu demander à des adolescents qui se retrouvent au gymnase. Et la réponse a été maintenant, en fait, on l'a, mais on ne se rend même plus compte en fait, que je l'ai sous le menton. C'est devenu une habitude. Ça veut dire, je pars de chez moi,
je prends mon masque, mais ça m'arrive d'oublier mes clés ou mon téléphone. Mais mon masque, je l'ai là. Donc c'est devenu une habitude. Et j'arrive sur le terrain et en fait je l'ai là, mais je me rends même plus compte que j'ai quelque chose qui me tire sur les oreilles et que j'ai dessous et qui finalement n'est pas adapté au sport. Et ils s'en rendent même pas compte. Donc c'est devenu quelque chose que le cerveau s'est habitué, j'imagine. Et il a pris cette habitude et ouais, donc habitude. Sans se poser de questions, et puis la même chose qu'on part, et puis on met notre veste en hiver, où on prend nos clés, cette habitude est devenue avec le masque. Avant qu'on parle du port du masque pendant la gym, peut-être ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'évolution psychologique individuelle dans sa globalité, et quand les élèves voient plus vos visages pendant certaines catégories d'âge, bientôt 18 mois, je pense. Ouais, ça fait 18 mois pour les enfants. Alors, quelles sont vos observations? Parce que j'imagine, le port du masque qui déclenche toujours une certaine, un petit rappel, il y a quelque chose qui tourne, c'est dangereux, donc il y a une angoisse, il y a une tension. Ça doit impacter la performance cognitive, j'imagine. Tout à fait. Comme je le disais avant, la concentration, la mémorisation, la motivation aussi, parce que être dans une classe, finalement, où il y a une part d'identité. Parce que, plus ou moins, derrière un masque, on est tous identiques. Le nombre de fois, à titre personnel, ça m'est arrivé dans la rue de ne pas reconnaître des gens que je connais. Donc, dans une classe où on est tout le temps masqué, l'enseignant aussi, finalement, on est dans un groupe qui ne permet pas d'exprimer l'identité de l'un, de l'autre, l'expression de l'un, de l'autre, parce qu'une identité se définit aussi beaucoup à travers l'expression du visage. On a tous notre manière de sourire, de rire, d'être fâché, d'être triste. Donc il y a déjà cette partie qui est très importante de communication non verbale et paraverbale qui sert à l'apprentissage et puis qui amoindrit l'importance des liens sociaux et puis des compétences psychosociales. Qui sert aussi, j'imagine, au développement de l'identité. Oui. Je dois m'exprimer, pour développer mon identité. Et puis je dirais aussi, pour les enfants qui sont plutôt renfermés, timides, ça crée une barrière supplémentaire derrière laquelle se cacher. Ça va amplifier ça. Donc ils vont oser encore moins s'exprimer. Je suis cachée derrière mon masque, personne ne me voit, je ne lève même pas la main. Ça fait une forme de refoulement. Voilà. Et puis pour ceux qui au contraire seraient très expansifs, extravertis, ça freine une impulsion naturelle à vouloir être peut-être celui qui fait rire les autres. Et il y a quelque chose qui se perd dans la manière d'être, dans la spontanéité en fait. Voilà, quelles sont vos observations sur le plan cognitif en lien avec le port du masque? Alors, un constat qui a été fait de façon générale, autant en Suisse que dans d'autres pays en fait, européens, occidentaux, c'est qu'il y a une augmentation déjà de la violence dans les écoles. Donc j'imagine la colère, la frustration, les angoisses qui n'arrivent pas à être extériorisées. Il y a un retard langagier chez beaucoup d'élèves en fait, qui n'étaient pas avant, donc une augmentation au niveau des besoins de ressources par rapport au développement du langage, comme j'ai mentionné avant. Donc il y a vraiment cette constatation-là. Constatation aussi au niveau des problèmes psychologiques et de mal-être. Et ça, forcément, s'il y a ça, ça va impacter les apprentissages. Et du coup, au niveau du développement et des savoirs à acquérir, ça va prendre plus de temps, où il y aura une motivation plus petite et du coup, moins d'envie d'apprendre et moins d'envie finalement de se développer. Parce que moins on apprend, moins envie d'expérience, moins envie d'échange, d'émotions, moins vite on apprend. Une des observations que moi je fais, c'est je me souviens, j'ai vu un prof de sport et puis lui, il s'était vraiment contre son cœur de donner des cours de sport. Et il voit ses élèves avec les masques. Donc il était mal avec ça. Pas simplement parce qu'il doit porter lui-même, il a vu, mais c'est compliqué pour les élèves. Il voit qu'il y a cette accumulation de dioxyde de charbon en dessous le masque. Donc, effectivement, les profs qui posent des questions, et surtout quand on pousse les choses à un extrême, comme le port du masque pendant la gym. C'est effectivement un extrême où moi j'ai beaucoup regardé, est-ce qu'il y a des travaux scientifiques qui confirment une efficacité, ou est-ce qu'on est plutôt contre-producteur avec ça? Moi j'ai mon avis personnel là-dessus.
Mais je vois aussi la souffrance des enseignants. Des enseignants qui sont vraiment... Et j'imagine il y en a beaucoup qui se posent des questions comme vous. Mais par rapport au port du masque pendant la gym, c'est vraiment un extrême. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez par rapport au port du masque pendant la gym? Le sport, pour moi, c'est un des moments où l'oxygénation change. Et la respiration. On respire différemment. Donc, si on a un empêchement à pouvoir bien s'oxygéner, c'est une contrainte, c'est une fatigue supplémentaire. Il y a des enfants, des collègues qui nous ont témoigné aussi, d'enfants qui ont des réels problèmes aussi. C'est parfois l'âge où il y a des rhumes des foins, les premières allergies. Ça crée vraiment... C'est une inquiétude supplémentaire aussi quant à la responsabilité que nous, on a envers la santé des enfants. On fait quoi? Est-ce qu'avec le masque, il porte le masque, il fait la gym, est-ce qu'il y a cette augmentation de dioxyde de carbone qui peut perturber le développement du cerveau? Est-ce que ça va perturber sa respiration? Est-ce que ça ne va pas lui causer plus de mal en fait à cet enfant? Et du coup, nous, on est responsable de ces enfants ou ces ados ou ces personnes qu'on a sous notre responsabilité durant ces périodes d'école, de gym, de sport. Ils sont sous notre responsabilité. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette préoccupation de est-ce qu'on fait les choses correctement? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt nous renseigner ou se poser ces questions et faire ce qu'on pense être vraiment juste? Il y a un conflit qui se crée là envers ce qu'on nous demande de faire et puis ce qui est vraiment juste de faire envers ce qu'on pense et envers les enfants qui est notre rôle en tant qu'adultes. Professeurs, enseignants, de les protéger et puis de leur mettre un cadre en fait qui va permettre aussi de se développer cognitivement, psychologiquement et aussi au niveau de leur santé. Et ça, moi je ressens quand même cette inquiétude ou ce petit traumatisme qui commence à se créer et maintenant après 18 mois, chez certains, je sens qu'ils arrivent au bout. Ils arrivent à bout de pouvoir supporter ça. Ce que je trouve intéressant avec ce cas particulier dont je parlais tout à l'heure, le prof de sport qui a un problème respiratoire chronique, et je dis, mais vous avez tout à fait tous les critères pour vous donner une dispense de port du masque. Et la réponse immédiate était, docteur, vous pouvez oublier, c'est trop compliqué. Moi, je vais avoir que des difficultés, je préfère porter le masque, même si c'est pas bien pour ma santé, mais c'est juste trop compliqué. Je vais avoir des soucis à gauche, à droite. Quels sont les soucis si je donnerais une dispense du port du masque à un prof de sport? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'en ai une. D'ailleurs, moi aussi. On est dans notre association, on est 5 ou 6 enseignants éducateurs qui avons une dispense du masque pour différentes raisons. À titre personnel, j'ai eu différents effets secondaires liés au port du masque. Donc voilà, j'ai eu une dispense. Et le positionnement effectivement du département de la direction a été immédiat et sans possibilité de discussion. Soit je porte le masque, soit je suis en arrêt maladie. Donc c'est vraiment catégorique et il n'y a pas possibilité de discuter. J'avais même offert la possibilité, j'étais d'accord, de porter une visière en plastique, mais ce n'est pas possible. Ou mettre des plexis sur les bureaux. Il n'y a eu aucune mesure qui a été prise pour nous permettre de continuer notre travail. Donc tout en étant en bonne santé, nous sommes obligés de rester en arrêt maladie. Et on s'est beaucoup questionné, est-ce que la situation méritait de telles mesures si drastiques? Est-ce que si j'avais continué de faire mon travail en portant une visière en plastique, j'aurais représenté un danger pour mes collègues, pour les enfants? Ou est-ce que c'est simplement aussi politique ou le fait de ne pas vouloir, de la part des supérieurs, de créer une jurisprudence et du coup de se protéger de ce côté-là parce que ça pourrait ouvrir la porte à d'autres choses. Est-ce que c'est aussi ça? On ne sait pas. Mais c'est vrai que dans notre position, c'est très difficile, c'est trop compliqué. On ne peut plus exercer notre métier, donc ça crée aussi des perturbations pour les collègues, parce que on a pu revenir quand le masque n'était plus là, on est à nouveau absent quand le masque est là. Pour les enfants, c'est une autre perturbation supplémentaire. La maîtresse qui est là, qui n'est pas là, c'est pas stable. Donc voilà, alors que dans tous les autres domaines de la vie, je peux me rendre au magasin, prendre les transports publics, puisque légalement, cette dispense est reconnue par l'ordonnance fédérale. Donc. D'ailleurs, ceci est accepté au sein d'autres entreprises, entreprises privées, au sein des magasins, des commerces. C'est quelque chose qui est tout à fait accepté. Mais dans le milieu de l'éducation, pour X raisons qu'on n'a pas la réponse, ce n'est pas accepté. Alors que
d'après les différentes sources ou informations, on peut dire que les enfants sont pas vecteurs ou sont peu à risque en fait d'avoir une maladie grave ou une forme grave ou même d'être malade. Donc, ce que j'entends, je peux interpréter alors ce que vous dites comme une forme de discrimination parce que voilà, vous voulez fonctionner, vous voulez travailler, mais on ne vous permet pas de travailler sans masque. Pourtant, certaines personnes ont tout à fait le droit parce que ça pose problème sur le plan de santé. Ouais. Donc c'est une forme de discrimination. Oui, finalement c'est la réponse qui nous a été donnée. Ça a été, d'un point de vue sanitaire, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et d'un point de vue segment, on a eu aussi des retours. De la sécurité pour la santé des enfants, c'est pas possible. Donc voilà, ça a été maladie. On a accepté et puis on essaye de travailler sur d'autres choses. Et puis, Comment vous voyez la suite C'est depuis 18 mois maintenant que vous fonctionnez comme ça dans les écoles. C'est long. C'est long. Ouais. C'est long. C'est long. Et justement, quand je dis auparavant que nous avons agi concrètement, on essaie vraiment de se mobiliser. Nous avons écrit des lettres au département, des lettres aux conseillers fédéraux, aux médecins cantonaux. On amène nos questionnements. Souvent, on a malheureusement des réponses toutes faites ou juste des accusés de réception. Et du coup, pour l'instant, à ce niveau-là, ça ne bouge pas trop. On a rarement eu des réponses à nos lettres, réellement. Ça a été accusé de réception, comme elle a dit. Vous avez carrément écrit des courriers. Oui, des courriers de 2 pages à 4 avec des questionnements, ce que nous avons constaté, et puis des questions ouvertes. Et ces courriers étaient envoyés à qui? Adressés à qui? Tous les conseillers fédéraux. Les conseillers, il y a eu au département de la formation et de l'éducation. Et au médecin cantonal, sur le canton de Vaud. Au médecin cantonal. Combien de lettres vous avez écrites? Maintenant, il y a eu plusieurs courriers. Il y a eu plusieurs. Alors, disons ciblés, ça veut dire par peut-être 5 cibles, mais du coup dans les différents cantons, vu qu'on regroupe les différents cantons romans. Donc, il est adressé aux conseillers à Fribourg, à Neuchâtel, au Valais, à Genève, à Vaud. Pareil pour les médecins cantonaux, Genève, Vaud, Fribourg. Enfin, pour chaque canton, à chaque fois, ça a été fait pour chaque canton. Et puis, on a écrit aussi des lettres à toutes, celles dont on a trouvé l'adresse, toutes les directions des écoles et des institutions éducatives. Qui vous avez répondu? Alors, ce qui est intéressant, par exemple, pour la démarche auprès des écoles, c'est qu'on a aussi transmis par mail une vidéo de témoignage qu'on avait réalisée, avec un mail, avec l'envie d'ouvrir le dialogue, de se rencontrer. Donc, 300 mails sont partis. On a pu constater sur notre site, 180 ont été ouverts et seulement une dizaine de personnes ont visionné la vidéo. Et aucune réponse. Donc il n'y a pas eu de retour ou de désir de vouloir ouvrir le dialogue? Ça a été envoyé à qui? À tous les directeurs des écoles, dans différents établissements, les directions scolaires, et aussi de certaines institutions éducatives. Type UAPE. Pour ouvrir le dialogue, se questionner. C'est effectivement un grand challenge. C'est aussi une expérience que moi j'ai faite, que la création du dialogue, c'est compliqué. Je comprends aussi que eux qui ont reçu un courrier, soit email ou autre, et un tas de choses aujourd'hui, on reçoit tous les jours. C'est vrai, c'est compliqué. Après, je pense, les gens se trouvent quand même au fil du temps. On voit aujourd'hui le meilleur exemple, je pense, c'est que les gens qui sont sceptiques, qui ne se sont pas fait vacciner, boivent leur café pendant l'hiver à l'extérieur et autres. Et ce clivage que moi j'ai vu venir m'a fait poser beaucoup de questions, parce que je trouve que c'est un clivage qui peut résulter en des phénomènes, on ne se rend pas encore compte. Mais au quotidien, chez vous, avec les collègues, ça se passe comment? Parce que si vous dites, moi je ne peux pas porter masque, ou je suis en arrêt travail formellement, alors comment c'est pris par les collègues? Le travail doit être compensé par les autres. Oui, et puis du coup, ça crée des tensions supplémentaires. Et puis ça crée, que je mentionnais au début. ça crée aussi ce côté où moi j'ai senti
voilà, que je ne suis pas, entre guillemets, la bienvenue, parce que je suis celle qui dérange, celle qui crée une situation encore plus désagréable. On se sent rejeté. Donc on se sent un peu rejeté, et il y a un lien qui n'arrive pas à se créer comme en temps normal. Donc ça, c'est vraiment, ça impacte beaucoup la relation professionnelle. Vous le sentez quasi tous les jours, ce phénomène, et c'est-à-dire, vous voyez très bien avec qui je peux communiquer parce qu'il y a une certaine ouverture ou un certain esprit critique, et avec d'autres, c'est compliqué. Avec d'autres, c'est pas possible. C'est vraiment l'étiquette de... Voilà, c'est celle qui ne veut pas respecter les règles. Ouais, c'est ça, elle ne veut pas porter un masque, il ne veut pas porter un masque. Il n'y a même pas l'envie de comprendre si cette personne a une dispense médicale, il y a des raisons. C'est au fond le problème qu'on voit un peu dans toutes les entreprises, avec l'exception que le travail que vous faites, c'est avec nos enfants. Oui. Et là, ça change tout, je dirais. Ouais. Hein. Mais est-ce que, justement, notre questionnement, est-ce qu'il y aurait un réel danger de nous permettre, je parle d'un point de vue médical, de nous permettre de faire notre travail avec une visière en plastique ou avec d'autres dispositifs? Ou c'est juste une précaution dictée encore par la peur générale, par la... C'est question à moi maintenant. Oui. Bon, moi, j'étais dès le départ très sceptique par rapport au port du masque. Déjà, moi j'ai travaillé en cardiochirurgie, on fait des interventions qui durent parfois 7-8 heures, il y a longtemps, c'était 20 ans en arrière, hein. Mais on a changé le masque après 3-4 heures, donc l'infirmière est venue, on a changé le masque. Donc d'un point de vue hygiénique, c'est déjà, moi aussi j'ai vu après, pendant la consultation, des gens qui ont porté le même masque pendant 3 jours, donc on trouve un peu tout sur les masques. Mais moi j'étais pour une recommandation, c'est-à-dire les gens qui veulent porter un masque, voilà, porter un masque parce que ça vous donne un sentiment de sécurité, ou pour des raisons XY. Imposer le port du masque pour toute la population, je n'étais pas du tout pour cette mesure. Cette mesure a été prise, on le sait très bien. Maintenant, ça a touché d'abord les adolescents, et puis on est descendu de plus en plus, et maintenant ça concerne les enfants dès 8 ans. Maintenant, je trouve, après toute la recherche que moi j'ai fait, que le désavantage par rapport au bénéfice, le bénéfice-risque, franchement, les risques sont plus élevés, à mon avis, surtout en ce qui concerne les enfants en bas âge, parce que les enfants même jusqu'à 19 ans, les adolescents, alors y inclus, ils gèrent très bien la maladie du Covid. Donc dans toute la Suisse, on a eu 3 décès dans la tranche d'âge de 0 à 19 ans pendant bientôt 2 ans. Donc la question se pose, mais qu'est-ce qui est adéquat? Qu'est-ce qui est vraiment adéquat? Et là, maintenant, si quelqu'un, et effectivement, il y a ces gens-là qui bénéficient du port du masque pour des raisons X, Y, mais ça devrait être individualisé. Donc c'est une question médicale qui est importante. C'est pas anodin, c'est vraiment quelque chose de très intrusif. Et surtout, moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça va faire neurobiologiquement dans les cerveaux qui sont en développement. Et là, ça m'intéresse beaucoup ce que vous voyez, la création du lien, on a déjà parlé un petit peu. Bah, évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais peut-être vous pouvez parler encore un petit peu, Alain, de ce que vous voyez dans le terrain, dans le développement de liens entre vous, les professionnels à l'école, et les élèves. Une chose qui a été remarquée, constatée par plusieurs éducateurs, enseignants, c'est ce côté d'autorité ou disciplinaire qui est entravé en fait avec le port du masque lorsqu'on s'adresse à un enfant ou un ado, et puis on doit instaurer un climat, à un moment donné, des fois on doit être autoritaire, on doit mettre un cadre et on doit transmettre une certaine discipline. Le port du masque l'empêche parce que l'expression faciale ne va pas être transmise. Donc l'enfant ou l'adolescent ou la personne en face ne va pas être réceptive en fait au ton, à l'intonation et à l'intention de communication qui est donnée. Donc du coup, ça fait quoi? Ça fait que les enfants sont plus dispersés, ils obéissent moins, ça crée des classes avec plus de bruit et ça reflète après, ça tombe sur manque d'attention, motivation, et puis ça c'est les conséquences un peu de aussi ce cadre qui ne peut plus être respecté ou pas correctement avec l'autorité qui ne peut pas être transmise. Et dès qu'on enlève le masque, tout de suite on voit que ça change. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus le choix.
À un moment donné, on n'a plus le choix, on doit faire respecter la discipline, on doit pouvoir être dans un cadre quand même bienveillant et de travail lorsqu'on parle de l'école. Donc, à un moment donné, si on baisse le masque et on s'adresse sans le masque, on voit que tout de suite, l'enfant, ça change. Tout de suite, il est plus attentif, il nous regarde dans les yeux et il écoute. Et là, on arrive à le récupérer. Avec le masque, ça ne passe pas la même chose. Donc, le questionnement, c'est ça. Est-ce que l'augmentation des problèmes de violence est liée à ça ? Est-ce que l'augmentation sur les jugements de valeur ou sur les jugements des gens est liée aussi à ça ? Le temps peut-être nous le dira, parce que moi je suis inquiet par rapport à que vont devenir ces générations dans les 2-3 prochaines années, si ça continue, parce que c'est pas exclu que ça saute pendant le printemps et que ça revienne à la fin de l'année, et que tous les hivers ça se répète. On n'est pas du tout on n'en sait rien, ça pourrait se passer, cette hypothèse. Donc si c'est le cas, comment ça va se passer au niveau développement social, au niveau développement affectif des enfants et au niveau cognitif et neurologique, les différentes connexions au niveau du cerveau, est-ce que ça ne va pas être impacté ? Ouais. C'est tous des questions qui sont pas réglées. Monica, quelle est votre observation par rapport au développement affectif des élèves depuis qu'on a mis les masques dans les Alors, écoles? à titre personnel, c'est clair que, heureusement, en travaillant avec les enfants de 4 à 6 ans, eux, ils n'étaient pas masqués. Mais moi, il y a eu des phases où je l'étais. Et je remarquais aussi cette perte d'attention Moi, la tendance naturelle, c'était de vouloir baisser le masque parce que j'avais moi-même l'impression qu'il y avait un mur, une barrière, quelque chose qui m'empêchait d'entrer en contact. Donc j'imagine, et puis en entendant les témoignages d'autres collègues qui avaient des enfants plus âgés, il y avait vraiment ce côté où, comme je l'ai dit avant, l'identité se perd, on ne connaît plus les élèves, on ne se connaît plus. Et c'est dans cette connaissance, dans cette reconnaissance, que le lien de confiance se crée et s'installe. Donc il y a une perte de confiance. Si je n'ai pas confiance en mon enseignant, si je n'ai pas confiance en mes élèves, comment je peux établir une relation qui est motivante, qui est enrichissante, qui donne envie d'apprendre, qui donne envie d'être ensemble, de venir à l'école. Même quand j'arrive à l'école et que je ne reconnais pas mes camarades parce que je vois que des masques, alors que moi je me rappelle aussi étant petite, quand j'arrivais à l'école et puis je voyais de loin une camarade, on se sourit de loin, là tout ça est perdu et ça impacte énormément le côté plaisir d'être ensemble, le plaisir d'apprendre ensemble, d'avoir des échanges. Si les enfants sont dans la peur, ils veulent garder les distances, je collabore différemment aussi. Moi j'avais l'avantage de connaître la plupart des patients qui sont venus, donc je les ai déjà bien connus avant la crise Covid, sauf dans les urgences, c'est un peu autre chose. Mais j'ai aussi fait l'expérience quand je ne connais pas du tout la personne, et si, voilà, à la rentrée scolaire, en août, voilà, il y a que des gamins qu'on ne connaît pas, moi je l'ai vécu avec les patients, que je ne connais pas comme un vide, hein, que je dois un tout petit peu me réorganiser pour pouvoir communiquer. Et donc, effectivement, sur le plan neurobiologique, cette adaptation se fait certainement beaucoup plus vite chez les enfants, et je n'ai pas de doute là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils vont développer ce qui remplace le développement naturel? C'est ça un peu la question que je me pose. Est-ce que c'est certains troubles de comportement, etc. Donc, vous voyez aujourd'hui déjà, Alain, vous avez parlé de l'augmentation de la violence. Ça, c'est un fait aujourd'hui qui a été investigué. Oui, parce que les différents médiateurs, ils sont débordés, ils ne savent plus comment faire pour accueillir tous ces enfants qui ont des problèmes ou gérer les problèmes au sein des établissements. On demande des ressources pour engager des éducateurs en milieu scolaire. Donc si on met des éducateurs en milieu scolaire, ça veut dire réellement qu'il y a des problèmes sociaux, en fait, ou des problèmes liés à la gestion émotionnelle ou à la gestion sociale. Donc ça c'est une réalité. Ces ressources qui ont été débloquées, j'en ai parlé avec un directeur,
qui ont été débloqués au sein du département pour amener aussi ce genre de ressources auprès des enfants. Donc oui, c'est du réel, c'est du concret, ça existe et ça se passe. Et c'est vrai que je peux aussi en témoigner du fait que je passe dans différents établissements en étant plutôt dans l'envie de faire des remplacements actuellement plutôt qu'avoir une maîtrise de classe. Donc voilà, différents aussi classes sociales, les classes populaires, les classes moyennes, les classes, mais partout on peut constater un peu ça au niveau par exemple dans la cour, au niveau du respect des enfants entre eux, au niveau du langage. On dirait qu'on est un peu dans une dégradation de ces liens sociaux. Parlons encore un tout petit peu du confinement, parce que le confinement en Suisse était pendant 2 mois, 2020. Il faut dire, pour être correct, qu'il y avait des pays où c'était beaucoup plus lourd. Hein. Oui, on a eu de la chance. Ça a été un demi-confinement. Par rapport aux autres, on a eu de la chance. Pays, Après, j'imagine, voilà, les élèves, dès qu'ils sont à la maison, ils vont être plus devant l'ordinateur, devant la télé, etc. Donc, vous voyez encore de séquelles, éventuellement, que vous interprétez en lien avec les confinements. C'est une bonne question, ça. Je pense quand même que ça a eu un impact assez conséquent, parce que malgré les efforts des enseignants qui ont essayé de mettre en place des choses à distance, mais là, encore une fois, à distance, on n'est pas dans la classe, avec les camarades, il n'y a pas l'échange. L'apprentissage ne se passe pas seulement de l'enseignant à l'enfant, mais c'est grâce aussi aux camarades, à la relation, aux camarades qui posent une question, ou à la maîtresse qui pose une question à un autre camarade, et du coup, ça crée ces questionnements, ça crée ces réflexions. Donc cette partie-là a complètement manqué. Et puis un enfant qui reste à la maison et qui reçoit des consignes pour faire un travail à la maison ne peut pas être suivi de la même manière qu'en classe, et du coup, il est devant la tablette, il est devant l'ordinateur. C'est très intéressant. Est-ce que vous dites, en fait, c'est vraiment une approche holistique systémique, parce que c'est à travers des copains, etc. Et quand la même personne pose encore une fois une question, et l'autre dit, mais lui, avec sa question, ça fait des interactions. Il y a des interactions. Ou alors une question à laquelle il n'avait pas pensé, puis grâce aux camarades, ça lui crée une réflexion. Donc tout ça est perdu. Et on entend dans l'autre coin, oui, mais en fait, effectivement, c'est pas con cette question. Oui, ça va soulever effectivement, parce que finalement, c'est le lien et le regroupement de personnes, c'est ce lien et ce regroupement et cet échange qui va créer la réflexion ou le fait de faire venir des questions. C'est très intéressant. Tout cela a été enlevé d'un coup. Ça n'existait plus. Donc toute la complexité a été réduite à un milieu où vous pouvez plus intervenir. Ouais. Et puis moi, j'ai constaté concrètement aussi des choses qui m'ont vraiment interpellée, notamment pour l'enseignement de la gym à distance. La gym à distance. La gym à distance. Donc ça existait, la gym à distance. Les parents recevaient, parce qu'on essayait de donner du matériel à la maison aux parents. Donc là aussi, les parents ont dû se retrouver à remplir un rôle d'enseignant alors qu'ils ne le sont pas. Et ce n'est pas un reproche, c'est comme ça. On ne peut pas être enseignant. Chacun ses compétences. Donc tout le monde a fait au mieux, mais il y a quand même des enfants qui se sont retrouvés souvent devant leur tablette ou la télévision à longueur de journée, pas sortir. Moi, j'avais des élèves qui, pendant le temps du confinement, ne sont jamais sortis, même pas pour aller au parc, tout le temps à la maison, parce que les parents avaient peur. Donc il y avait cette peur qui a créé aussi des problématiques autres. Et puis la gym, j'en reviens à la gym, j'ai vu sur des sites officiels de matériel didactique, la gym expliquée sous forme de feuilles A4, donc avec des images et des explications écrites. Et moi, j'ai pensé à des parents qui sont allophones ou même des parents qui n'ont pas forcément le temps de lire, comprendre, faire la gym. Donc moi, personnellement, par exemple, pour mes élèves, j'ai organisé des vidéos où j'ai expliqué la gym à la maison, sous le canapé, sous la chaise ou dans le salon, pour qu'ils puissent avoir quelque chose de concret à faire. Mais là aussi, c'est limité parce qu'encore une fois, aussi la gym, ce qui est important, c'est l'échange aussi avec les autres. Alain, vous croyez qu'il y avait aussi des bénéfices avec le confinement, que ça faisait peut-être aux élèves aussi du bien d'avoir plus d'autonomie, plus de souplesse? Alors moi, je pense que ça peut être à double tranchant, parce que tout va dépendre de l'environnement familial dans lequel vit l'enfant et l'éducation que transmet les parents à l'enfant. Parce qu'on sait très bien qu'à travers ce confinement, il y a eu les parents qui avaient la possibilité de le faire par rapport à leur travail, peut-être aussi, et qui avaient vraiment la possibilité de s'occuper de leurs enfants. Et justement, les enfants se retrouvent dans un cadre où on peut renouer avec la famille, renouer avec les parents, partager des choses qui peut-être n'avaient pas le temps d'être partagées. Ou même pour les parents, en tant que parents, moi je suis papa de 2 enfants, pouvoir passer du temps
avec nos enfants. Et ça, c'est quand même sacré. Tandis qu'il y a aussi l'autre vers de la médaille qui est qu'il y a des enfants qui pouvaient être soumis à des abus physiques, à des parents alcooliques, à des crises. Et on sait qu'il y a énormément de couples qui se sont séparés durant cet espace. Donc, qu'est-ce qu'ils ont réellement vécu, ces enfants, alors que les parents se séparent? Est-ce que des crises des parents, des engueulades des parents? Donc, comment ils ont vécu ça, les enfants? Et quelles sont les séquelles qui vont en rester de ça, les traumatismes? Quels seront les traumatismes par rapport à ça? Et j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, on est retourné à l'école. Alors, on porte le masque, mais qu'au niveau des apprentissages et du développement de l'enfant, on continue, comme si rien ne s'était passé. Et on a tendance à oublier que, les directions, les pédagogues ou les enseignants ont tendance à oublier qu'il y a eu un confinement. Et que, pas pour tout le monde, ça s'est bien passé. Et que ça peut porter préjudice aux apprentissages. Et qu'au jour d'aujourd'hui, les apprentissages, ils ont pas été modifiés, rien n'a été adapté. D'un point de vue général. On veut donner des ressources pour le faire de façon indépendante, mais le système est resté le même. Les ECR, qui sont les épreuves cantonales de référence, sont restés avec les mêmes objectifs. Les objectifs de fin de cycle sont toujours les mêmes, alors que certains enfants, ils ont pris 3, 4, 5, 6 mois de retard, parce que pendant 3 mois, ils n'ont rien fait. Donc le développement cognitif, il va être plus long que réellement le développement, que le confinement. Le confinement, il a duré 2 mois. Mais est-ce que l'impact du développement cognitif, c'est pas 6 mois ? 8 mois? Je ne sais pas. Je peux pas répondre, mais ça peut. Mais c'est pas considéré. Et moi, c'est vrai que ça me cause un petit souci de responsabilité en tant qu'adulte et de valeur envers l'enfant. De dire comme si rien ne s'était passé, puis nous, on continue à faire, soi-disant, le programme ou suivre les objectifs, alors qu'en fait, dans la moitié de la classe, la majorité, en fait, ils n'ont même pas atteint les objectifs de l'année d'avant. Mais on veut leur faire atteindre les objectifs de cette année, alors que ceux d'avant ne sont même pas atteints. Au lieu de dire, OK, stop, là ça ne va pas, il y a la moitié de la classe, ça ne va pas, il faut faire quelque chose et prendre une action, quitte à changer les objectifs s'il faut. Mais pour ça, il faut avoir un système flexible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en fait. Beaucoup de questions, mais aussi des émotions, beaucoup d'émotions, parce que je vois, ça vous touche, vous êtes des enseignants passionnés, ça se voit. Vous êtes, j'interprète, des personnes qui font beaucoup d'efforts pour créer des liens avec les élèves, ça vous tient beaucoup à cœur. Il semble que vous avez souffert personnellement avec ce contexte, comme beaucoup de personnes aussi, comme d'autres personnes aussi. On arrive doucement à la fin. J'aimerais arrêter ou finir avec une question tout simple. Alain, quelle était votre stratégie personnelle pour gérer tout ce stress de ces derniers 2 mois? Moi, ma stratégie, c'était qu'il fallait que je reste en lien avec mes propres valeurs et ce que je ressentais au fond de moi, que ce que je faisais, c'était juste. Et par rapport à ça, ma décision a été en fait de ne pas être titulaire de classe, de ne pas m'engager dans certaines voies au niveau du système scolaire parce que ça était en contradiction avec moi-même. Et à partir de là, moi je me sentais mal et je sentais que ça avait un impact sur ma santé. Et en ayant un impact sur ma santé, je ne pouvais pas accepter en fait que l'aspect professionnel vienne à entraver en fait mon bien-être à moi. Donc du coup, c'était vraiment être aligné avec moi-même, être aligné avec mes ressentis, mes émotions et puis mes valeurs. Envers la société, envers les enfants surtout, c'est ça. Donc c'est très profond ce que vous dites, hein, parce que voilà, vos valeurs, il y avait une prise de décision sur le plan professionnel de ne plus faire certaines choses. Oui. Concrètement. Oui, alors concrètement, moi j'ai donné ma démission en tant que avec mon contrat. Et du coup me consacrer que à des remplacements ponctuels. Et entre-temps, proposer un service autre pour, par exemple, l'école à la maison. Donc, il y a énormément de parents qui ont sorti les enfants, qui passent à l'école à la maison, et il y a un besoin là. Et du coup, j'ai décidé de pouvoir utiliser toutes mes ressources, mes compétences et mon savoir pour l'amener d'une autre façon et passer à l'action d'une autre façon pour pouvoir peut-être changer les choses tout en changeant moi-même en amont.
et ainsi apporter des solutions aux autres parents qui, comme moi, parce que comme j'ai dit, je suis père. Donc. C'est très courageux. Vous avez démissionné, changement assez important. Là. Radical, surtout que je venais de finir, après une reconversion, ça faisait 2 ans que j'avais fini, 1 année que j'avais fini la HEP, où j'avais eu mon bachelor. J'avais fait ça en ayant des enfants, etc. Donc malgré ça, j'ai quand même j'ai décidé, réorientation, il faut que je fasse autre chose parce que je ne suis pas aligné avec moi-même et ça a un impact sur ma santé. C'est-à-dire ? Ça veut dire que je me sentais mal. Psychologiquement, j'étais au fond, j'étais pas tranquille avec moi-même. Je commençais à me sentir coupable de ne pas pouvoir porter le masque. J'ai commencé à me sentir coupable de pouvoir faire du mal aux autres, etc. Et du coup, psychologiquement, c'était dur. Donc c'était une bonne décision de démissionner et de rester fidèle à vos valeurs ? Oui, alors aujourd'hui, je suis content. On est sur plein de projets, autant avec l'association que moi-même de mon côté, où on est sur le projet d'ouverture d'une communauté d'apprentissage et de développement personnel avec qui je me suis associé avec Graines de Vie. Donc on est en train de travailler sur des projets de développement au niveau de l'éducation qui est différent de ce que propose l'école, le système public. Et Monica, quels sont vos mécanismes d'adaptation ? Très similaire dans le sens où moi j'ai continué de travailler, j'ai eu l'espoir que petit à petit la situation aurait évolué vers le mieux, vers le lever du masque, ce qui a été le cas depuis octobre où j'avais pu reprendre à travailler et là le masque est redevenu obligatoire quelques semaines avant les vacances de Noël, donc je me retrouve à nouveau à la maison, mais disons que j'essaie de rebondir d'une part en m'occupant au mieux de l'association et de rassembler d'autres enseignants éducateurs avec les mêmes valeurs et les mêmes démarche. Et puis d'une autre part, je suis aussi thérapeute à côté, donc j'ai un cabinet de soins naturels et j'ai l'envie à la fois de mettre en place aussi des propositions pour les parents qui veulent faire l'instruction à la maison au sein de mon cabinet. Et aussi, je me suis dit, le long de cette crise, il y a beaucoup à faire pour réinformer les gens par rapport à la santé. Peut-être aussi mettre en place des projets dans les écoles pour enseigner dès le plus jeune âge comment on peut prendre soin de sa santé, de son immunité, être en bonne santé et ne pas se sentir en danger. Donc voilà, il y a des réflexions là autour. Donc dans le cadre de l'association, effectivement, on propose des solutions aussi aux parents qui ont envie de faire l'instruction à la maison. Donc toutes les informations sont sur le site. Et voilà, ça offre aussi une possibilité à des personnes qui font ce type de choix parce que maintenant, il y a de plus en plus de parents qui ne se trouvent pas en accord avec ce qui se passe et qui préfèrent sortir l'enfant de l'école. Et prendre la responsabilité d'éducation. Mais voilà, enseigner, c'est un métier, donc il n'y a pas forcément tous les parents qui ont des ressources. Du coup, nous sommes là aussi pour ces parents-là. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci, docteur. Je vous invite tous à regarder le site CREE. Peut-être juste répéter, c'était www.cree. Association CREE, donc www.associationcree, en un seul mot, .net. Collectif roman éducateur enseignant. Voilà. Merci Klaus pour cette opportunité et pour cet échange constructif. Plaisir. C'est très intéressant. Moi aussi, j'ai appris des choses. Je trouve, comme vous, je me pose beaucoup de questions. Le dialogue n'est pas toujours facile, mais j'apprends surtout dans un échange interdisciplinaire. Vous êtes des enseignants, c'est mon métier. Je ne connais pas, mais j'ai aussi des enfants, je vois le problème. Tous des questions qui sont importantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour nous, de notre côté aussi, en tant qu'enseignants, c'est important d'avoir aussi un échange avec un autre corps de métier qui concerne de plus près la santé. Donc, c'était une belle opportunité. Merci. Merci.